Nous sommes le 24 décembre 2021. L'hiver vient à peine de commencer, il fait froid, la neige étend son beau manteau blanc, vous connaissez la chanson, et c'est ainsi que s'achève tout doucement cette deuxième année de pandémie. Les MJPM qui sont restés au front durant toute la crise s'apprêtent à passer les fêtes de fin d'année en famille. Épuisés, mal payés, mal considérés, ces derniers se réconfortent néanmoins à l'idée d'avoir œuvré une année de plus pour l'intérêt général. La majorité d'entre eux estiment même avoir exercé une mission de service public. Toutefois, ce même jour, le Conseil d'État, plutôt que de réveillonner comme tout à chacun, allait rendre une décision qui allait bousculer les dernières certitudes de nos braves MJPM. Générique. Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste. Et oui, bonjour à toutes et à tous, c'est le MJPM dans le droit, ravi de vous retrouver pour ce 5e volet. Donc on va parler effectivement du service public et de la PJM. Rappel, on vous a proposé un sondage le mois dernier sur le groupe Les Sondages du MJPM dans le droit, où on vous posait clairement la question de savoir si selon vous la mission du MJPM était constitutive d'une mission de service public. Vous avez été 310 à participer, donc un grand merci, c'est un record pour nous, pour les sondages, et vous avez été quasiment 93% à répondre que oui, pour vous, il s'agit bien d'une mission de service public. 4% seulement d'entre vous estiment le contraire. Donc voilà, et on en arrive à l'affaire qui nous concerne pour ce JT. Pour moi, c'est l'élément d'actualité le plus important de ces derniers mois. Faut être clair. On a tous la tête focalisée sur le Ségur. Ceux qui sont concernés se demandent quand est-ce qu'elle va enfin tomber, cette revalorisation dont on leur parle depuis plusieurs mois, et les autres se disent « et nous ?» Mais ne vous y trompez pas, à mon sens, l'actualité la plus importante, c'est cet arrêt du 24 décembre dernier. L'affaire de départ, c'est une personne. Alors, j'ai lu l'arrêt, mais je n'ai pas souvenir qu'il était précisé que cette personne était un majeur protégé ou un membre de la famille d'un majeur protégé ou une personne lambda, mais simplement, on sait qu'on a une personne physique qui a demandé un certain nombre de documents à l'association tutélaire d'insertion de Nouvelle-Aquitaine, l'ATINA, qui se fait appeler maintenant association, c'est marqué dans l'arrêt, association territoire et intégration, les initiales restent les mêmes, mais l'intitulé a changé, pourquoi pas. Mais voilà, on a une personne physique qui a demandé un certain nombre de documents à l'ATINA, notamment les statuts, les rapports d'activité des 3 dernières années, la liste du personnel, grosso modo, c'est ce que j'ai compris. Elle voulait connaître par exemple aussi le ratio entre le nombre de mesures et les délégués, le nombre de délégués. Et donc, l'ATINA a opposé son refus, elle n'a pas souhaité communiquer ces documents. La personne physique donc a été en justice pour contester ce refus. Et son argument principal, c'était de dire, écoutez, l'ATINA est une association tutélaire qui exerce une mission de service public. Par conséquent, elle doit répondre aux obligations posées par les textes du Code des relations entre public et administration, notamment aux articles L300-2 et L311-1, articles qui veulent tout simplement dire que, si vous êtes une personne publique ou une personne privée en charge d'une mission de service public, il y a un certain nombre de règles concernant la transparence sur les documents administratifs. Voilà. Donc, précisément, la question qui a été posée au Conseil d'État, c'était de savoir est-ce que l'association tutélaire doit être vue comme exerçant une mission de service public. La question est vaste et c'est un débat qui occupe la PJM depuis déjà un certain nombre d'années. Déjà, il est clair pour tout le monde, personne ne contestera ça, que le MJPM exerce une mission qui relève de l'intérêt général.
Voilà, je vous renvoie d'ailleurs à l'enquête commandée par l'Interfédération, à un cabinet, une enquête qui voulait mesurer les gains socio-économiques obtenus par la société par les MJPM, par l'exercice des mesures de protection. L'intérêt général, il est évident. Il est de l'intérêt général de tous de savoir qu'il y a des professionnels qui sont là en cas de carence familiale pour exercer une mesure de protection quand le besoin s'en fait sentir. Il est de l'intérêt de tous d'avoir des professionnels qui sont là pour représenter ou assister une personne afin de sécuriser les actes. C'est de l'intérêt du notaire, c'est de l'intérêt du propriétaire du majeur ou du locataire du majeur. Voilà, c'est de l'intérêt de tous qu'on vive dans une société où les actes juridiques soient sécurisés. Donc ça, les choses sont incontestables de ce côté-là. Mais intérêt général ne veut pas nécessairement dire service public. Si vous avez un service public, il y a nécessairement une activité d'intérêt général derrière, mais l'inverse ne marche pas. J'en veux pour preuve les associations humanitaires ou caritatives. Il est évident qu'elles participent à une œuvre d'intérêt général, mais elles ne sont pas un service public. Elles ne sont pas des services publics. Voilà, les Restos du Cœur, elles œuvrent pour l'intérêt général. Mais les Restos du Cœur ne sont pas des services publics. Voilà. Maintenant, la seconde question qui se pose immédiatement à ça, c'est est-ce que service public et personne privée, c'est compatible? Moi, j'ai entendu ça, notamment de directeurs qui me disaient, non, les associations tutélaires, c'est des personnes morales de droit privé, sont pas concernées par les activités de service public. Si, personne privée peut exercer une mission de service public, c'est ce qu'on appelle les délégations de service public. Il y a un certain nombre de critères pour ça qui ont été énumérés par la jurisprudence, notamment par un arrêt Narcy de 1963 du service public. Ces critères de service public exercés par une personne privée sont rappelés dans l'arrêt du 24 décembre, et c'est dans le paragraphe numéro 5. Le Conseil d'État vous dit, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou à l'inverse exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Voilà, donc on a bien les critères qui sont énumérés par l'arrêt. Et en plus de ça, c'est vrai que nous qui avons tendance à ouvrir assez régulièrement notre code civil, on a tous en tête l'article 415, l'alinéa 4 de cet article, qui nous dit que la protection est un devoir des familles et de la collectivité. Donc, en fonction de tous ces éléments-là, nous sommes nombreux à considérer que la PJM, les MJPM exercent une mission de service public, rattachée au service public de la justice. C'est le passage sur les auxiliaires de justice. Je vous renvoie à l'autre JT sur cette question-là. Mais la PJM en tant que telle, on est nombreux à considérer que finalement, elle doit être vue comme une activité de service public à part entière, notamment au regard de tous ces éléments, puisque si on reprend tous ces critères, l'intérêt général, on l'a dit, il est là, mais le deuxième critère, le contrôle de la personne publique, il est là le contrôle, il est là même à plus d'un titre, contrôlé par l'autorité judiciaire, évidemment, dans le cadre des mesures de protection judiciaire, mais également contrôlé par les services déconcentrés de l'État, notamment par la DGCS. Contrôle a priori, contrôle a posteriori. Donc, avec les agréments. Donc, on a ce contrôle-là, et les prérogatives de puissance publique, on peut être tenté quand même de les voir dans les mandats judiciaires. N'oublions pas que nous entrons dans la vie de personnes, nous prenons les informations confidentielles sur la personne, on recueille toutes ces informations-là, et on assiste et on représente la personne dans des domaines assez sensibles, comme les comptes bancaires. Donc, il ne serait pas aberrant de voir dans le mandat judiciaire des prérogatives de puissance publique. Mais quand bien même on ne les reconnaîtrait pas, ces prérogatives de puissance publique,
Eh bien, le Conseil d'État poursuit et nous dit les conditions dans lesquelles, même en l'absence de ces prérogatives, une personne privée doit être vue comme exerçant une mission de service public dans le silence de la loi, par rapport aux conditions de création, d'organisation et de fonctionnement de la personne privée, de ses obligations. Et là, on peut énumérer tout un tas de choses. Le financement, aujourd'hui, on dépend du financement public. Je suis désolé. Oui, les majeurs protégés financent une partie du coût de leurs mesures, mais c'est une partie qui est dérisoire par rapport au coût total que représente l'exercice des mesures de protection. C'est le financement public qui nous fait vivre. Faut être clair. On a quand même les agréments, les conditions liées à la formation, on a quand même tout un tas de choses qui poussent vers la reconnaissance d'un service public. Eh bien, le Conseil d'État ne va absolument pas réfléchir dans cet arrêt à l'activité du MJPM. Non, le Conseil d'État, lui, va se focaliser sur la loi de 2002, la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, et même celle de 75 sur les institutions sociales et médico-sociales, et il va constater que ces lois, elles ne disent rien sur l'existence ou non d'un service public. Mais il va estimer finalement qu'à la lueur des travaux préparatoires du législateur de 2002, ce législateur a entendu exclure du champ du service public la mission des MJPM. C'est-à-dire qu'en intégrant les associations tutélaires dans les établissements médico-sociaux, ce dernier aurait précisément voulu les exclure du champ du service public. Voilà. Et donc on n'a rien dans la loi finalement qui nous dit ça, il nous renvoie vers les travaux préparatoires, le Conseil d'État, donc ça ressemble beaucoup à une séance de spiritisme juridique, esprit du législateur de 2002, es-tu là? Et si tu es là, dis-nous si les associations tutélaires exercent une mission de service public. Le dit esprit aurait visiblement répondu non. Voilà, donc c'est un petit peu léger et c'est pour ça que personnellement j'attends beaucoup un article d'un universitaire sur le sujet pour nous éclairer. Moi je n'ai pas lu les travaux préparatoires du législateur de 2002, je dois le confesser. Je sais que j'ai des hobbies un peu particuliers, mais je n'ai pas été jusque-là. Donc on attend beaucoup. Je peux vous citer un travail d'un universitaire qui est très intéressant. C'est un article qui date de 2012, qui a été publié à la revue Droit de la famille de LexisNexis. Et c'est l'article d'un maître de conférence en droit public de l'Université de Lille, donc il connaît son sujet, parce que pour bien répondre à cette question, il faut connaître un minimum le droit public et le droit du service public, mais aussi le droit de la protection judiciaire. Et c'était Stéphane Guérard qui avait publié l'article suivant: les missions du MJPM relèvent-elles d'un service public? Et de souvenir, il répondait par l'affirmative. Donc voilà, tout ça conforte un petit peu, renforce notre confusion dans notre secteur. Pourquoi c'est important finalement de parler de service public, cette notion de service public? Alors déjà pour les usagers, vous savez qu'il y a des principes qui s'appliquent au service public, principes que les juristes appellent les lois de Roland, du nom du juriste qui les a dégagés dans les années 30. Vous avez la continuité, qui parlera à beaucoup de monde, notamment à ceux qui demandent des agréments au jour d'aujourd'hui, puisque vous devez faire la démonstration d'être en capacité d'assurer un minimum de continuité dans votre activité. L'égalité et l'adaptabilité ou la mutabilité, selon le terme choisi. Donc est-ce que ces principes s'appliquent? Bon, ces principes s'appliquent entre nous dans d'autres secteurs que le service public finalement. Donc et c'était un thème qui va faire l'objet de développement dans une conférence, dans un colloque, j'ai cru comprendre. Donc on va pas trop s'éterniser là-dessus. Non, mais après c'est important tout simplement pour savoir de quel degré d'investissement nous sommes en droit d'attendre de l'État, tout simplement. Parce que qui dit service public dit une activité qui doit être assumée pleinement par l'État. Et si vous dites aujourd'hui que c'est pas un service public, faut pas se surprendre derrière que l'État continue de se désengager de la PJM, que ça soit financièrement, en augmentant la participation financière des majeurs, ou que ça soit dans la mission même de la PJM, notamment en
en accélérant l'externalisation des contrôles des missions. Hein, je vous renvoie à ce qui est prévu sur les comptes de gestion. Donc voilà, c'est bien de faire des plaidoyers pour demander plus de sous, mais c'est vrai que si derrière on rejette la qualification de service public, et ce qui est l'œuvre aujourd'hui des associations tutélaires, puisque nous sommes arrivés à cette décision par la volonté des associations tutélaires. C'est elles qui ont voulu rejeter cette qualification de service public, et d'ailleurs on note que l'avocat choisi par l'ATINA, le cabinet est le même que celui choisi par l'interfédération lors du recours contre le décret sur la participation financière des majeurs de 2018, hein, un cabinet Rousseau et Tapie, donc qui ont bien fait leur travail, hein, mais voilà, derrière on peut s'interroger sur la cohérence après par rapport à cette position. Est-ce qu'on n'a pas affaire finalement à des associations qui veulent le beurre, l'argent du beurre et certaines parties de la crémière que je ne vais pas énumérer ici pour pas paraître pour un goujat, mais voilà, finalement on veut les sous mais sans avoir la qualification de service public. Est-ce que les associations tutélaires finalement ne sont pas aussi en train de scier la branche sur laquelle elles sont posées? On est quand même dans un système, il faut le dire, qui favorise le monopole des associations tutélaires, hein, puisque globalement, les chiffres que j'avais en tête, c'était des chiffres qui datent de 2016, hein, du rapport de la Cour des comptes. Globalement, 80% des mesures confiées à des professionnels sont confiées aux associations tutélaires. Hein. On a un système qui favorise cette position-là par la distribution au compte-gouttes, hein, des agréments et des schémas régionaux. Donc, qu'est-ce qui fait finalement, si on n'est pas dans le cadre d'un service public, qu'est-ce qui fait qu'on maintienne finalement ce monopole? Pourquoi ne pas distribuer finalement plus d'agréments? Surtout si il s'avérerait que les individuels étaient moins coûteux que les associations tutélaires. On peut se poser la question, ou tout simplement favoriser l'accession à un mode sociétaire des individuels. Hein, aujourd'hui, les individuels ils peuvent se mutualiser uniquement sous le format d'une société civile de moyens, hein, globalement, hein, société civile professionnelle de moyens. Ne serait-il pas temps, finalement, d'autoriser les juges à désigner des sociétés en nom collectif de MJPM individuelles pour augmenter leur part de marché, puisque c'est comme ça qu'il va falloir parler peut-être. Je sais pas, je vous pose les questions, ce n'est pas des certitudes. Le but principal de cette vidéo était de relayer cette actualité, cet arrêt du Conseil d'État, pour que vous en ayez conscience et que vous empariez de ce débat. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos commentaires, vous savez que j'adore lire vos commentaires, hein, même si je ne peux pas toujours y répondre, et à liker et à partager, puisque faire ça, eh bien, c'est renforcer la visibilité de notre beau métier. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt, c'est le dernier JT avant l'été, donc profitez bien de cet été, et je vous retrouve à très vite.